Bonjour, donc bienvenue en ce mardi 1er mars 2022 dans les minutes de l'évaluation du projet UNA. Comme vous le savez, donc c'est une tradition tous les mardis, premier mardi du mois depuis début 2021. Nous recevons un invité qui nous parle de services innovants. Alors, c'était principalement première partie sur les aspects bien-être, donc aide au maintien à domicile ou relations vers les familles, vers animation dans les EHPAD ou dans les structures pour personnes handicapées. Nous engageons aujourd'hui un nouveau cycle qui porte sur la télémédecine avec non pas l'objectif n'est pas d'exposer des solutions techniques ou des services des solutions dites de télémédecine, mais bien d'avoir des témoignages et retours d'expérience sur des services ou comment dire clés en main qui permettent de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre de la télémédecine par des publics qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique. La téléconsultation, ça demande des moyens techniques, vidéo et autres complémentaires. Et évidemment, nos publics UNA, à savoir les personnes âgées ou en institution ou au domicile, ou les personnes handicapées, ont souvent besoin d'aide, et les organisations qui les accueillent, elles aussi, pour pouvoir justement faire bénéficier de la télémédecine au quotidien pour leurs résidents ou les personnes qui prennent en charge. Après cette petite introduction, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Laurent Schmoll, qui va nous présenter les services qui existent aujourd'hui, qui sont très innovants et qui sont mis en place, déployés sur le territoire national. À vous, Laurent. Bien, bonjour, merci Bruno pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Schmoll, je suis chirurgien ORL installé à Strasbourg et cofondateur de la startup TocTocDoc. Alors, je vais vous parler effectivement plus que de ce qu'on fait, enfin la solution de télémédecine, mais ce qu'on fait comme pratique pour les personnes âgées au quotidien dans les EHPAD et à domicile. On va voir différentes propositions pratiques que nous avons. Je vais vous faire une présentation un tout petit peu historique sur comment on en est venu à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais donc partager fenêtre. Voilà. Je pense que vous voyez. Il n'y a pas de problème? Oui. Bon. Donc, je suis ORL, je le disais avant, et donc j'ai développé historiquement le SmartScope, qui est un objectif que vous voyez ici au milieu de l'écran, qui est un objectif qui se relie au téléphone, au smartphone, et à un petit endoscope avec une batterie. Parce qu'en 2013, lorsque nous sommes passés des smartphones de 1 à 3 millions de pixels, je me suis dit que plutôt que les colonnes endoscopiques qu'on avait qui étaient lourdes, coûteuses et encombrantes, peut-être qu'on pourrait faire des photos avec un smartphone qui avait une caméra à 3 millions de pixels et qui permettait de faire des photos de bonne qualité et surtout qui rendait la photo immédiatement communicable par Wi-Fi ou par 4G, peu importe, à distance. Et donc, j'ai créé cet objectif qui permet donc de relier les endoscopes que nous avions et les smartphones. Ça a permis donc de faire en communiquant dans un premier temps deux mondes qui ne se connaissaient pas. Donc voilà les colonnes endoscopiques que nous avions en consultation. Elles existent toujours au bloc opératoire, mais ça a permis de faire bien des choses pratiques. Et j'ai créé comme ça une base d'images de 100 000 images à partir de photos que j'ai fait des tympans et de vidéos et qui ont été adressées à une startup de New York qui s'appelle Clarify et qui a traité les images étant des images de tympans normaux et des images de tympans pathologiques et qui, après des solutions d'intelligence artificielle, nous avons créé un software qui s'appelle Inside, donc avec la startup Clarify, et qui a permis, dans l'idée, enfin pas dans l'idée, dans la pratique également, de faire un diagnostic assisté par l'intelligence artificielle. Et donc, sur la base des images, c'est du machine learning, l'idée étant de proposer aux ONG et dans les pays en voie de développement, en Asie, en Afrique,
de faire des diagnostics avec un simple système mobile embarqué, parce que l'intelligence artificielle n'avait pas besoin de connexion extérieure, et permettre sur les 800 millions d'otites dans le monde et les 20 000 décès de faire un diagnostic le plus précoce possible. Et néanmoins, il s'agit d'un marché de niche et d'un modèle économique compliqué qui n'intéressait que les ONG potentiellement. Nous nous sommes rendus compte que ce marché de niche n'avait pas, pour l'instant en tout cas, de maturité suffisante, alors que le système était pourtant très performant. En revanche, on a remarqué qu'il permettait de mettre en relation facilement des infirmiers et infirmières qui utilisaient le système mobile, du smartphone et du smartphone, et de l'envoyer les images à des médecins à distance. Et donc, on a généralisé dans un système de télémédecine notre solution. Ça, c'était ce que ça donnait, un tympan à gauche, un tympan normal qui en une fraction de seconde vient, un tympan est normal à 99% de taux de confiance, et à droite, vous avez un bouchon de cérumen, wax plug, et le diagnostic est fait en moins d'une seconde. Donc, on a généralisé le système dans une télémédecine faite pour le secteur médico-social. Alors, quand je parle de télémédecine, nous ne faisons que de la télé-expertise et de la téléconsultation, pas de la télésurveillance et de l'assistance et de la régulation SAMU. C'est d'autres métiers, et je pense qu'il faut savoir se spécialiser dans des activités très, très précises. Et donc, la télémédecine, c'est avant tout pour nous une solution et une innovation organisationnelle, parce que le matériel, j'allais dire, tout le monde aujourd'hui sait faire de la visio. N'importe quel smartphone, vous pouvez l'utiliser pour faire, c'était même proposé au départ d'utiliser des systèmes de visio qui sont cryptés, mais qui ne sont pas strictement dimensionnés pour cela. Et aujourd'hui, ils ne sont plus conseillés parce que beaucoup de serveurs sont aux États-Unis. Donc, même si c'est crypté, ça n'est pas RGPD compliant. Donc, c'est avant tout une innovation organisationnelle. Et quand nos équipes vont dans les EHPAD, aujourd'hui, elles recueillent le besoin médical, si c'est le jour, la nuit, le week-end, si on a besoin plus de synchrone, c'est-à-dire la téléconsultation ou des téléexpertises, s'il y a besoin de spécialistes ou plutôt même des généralistes qui sont plus accessibles dans les EHPAD, et on forme l'ensemble des médecins à l'utilisation, sachant que pour les médecins à distance, notre service est gratuit, notre client étant l'EHPAD. Et on a effectivement aussi un suivi de l'impact médical, ce qui est extrêmement important. Mais je reprécise que c'est vraiment organisationnel, parce que donner un smartphone comme vous l'avez et comme tout le monde peut aujourd'hui avoir une plateforme, c'est de la visio, c'est pas très compliqué, mais si on veut un impact médical, il faut faire plus. Donc aujourd'hui, nous proposons du côté du patient l'infirmière de l'EHPAD, et qui utilise la solution avec des objets médicaux, qui a une tablette, et le médecin à distance sur son ordinateur peut voir le patient et recueillir les données qui sont adressées par l'infirmier et l'infirmière. Donc, on a une visioconsultation de qualité avec une salle d'attente. Donc, le médecin, comme dans sa pratique quotidienne, a une salle d'attente quand il est prêt, mais il doit être à l'heure quand même, fait entrer en salle de consultation le patient. Il a reçu avant ça toutes les données concernant le dossier du patient, les bilans sanguins, les antécédents médicaux, et il peut faire une téléconsultation et évidemment envoyer une ordonnance et de la facturation de façon sécurisée aux infirmiers et aux patients qui sont à côté de l'infirmière ou de l'infirmier en EHPAD. L'impact médical, alors les chiffres datent un tout petit peu, mais nous avons plus de 300 EHPAD qui sont déployés avec 450 médecins qui ont été formés, 55% de spécialistes et 45% de généralistes. Et nous avons réalisé aujourd'hui un peu plus de 5000 téléconsultations. Et nous couvrons plus de 25 000 résidents, et nous faisons une étude d'impact, 89% de déplacements évités et 11% d'hospitalisation évitée. Un EHPAD moyen a 80 résidents, et chaque résident a environ 8 pathologies, que ce soit des problèmes cutanés, dermatologiques donc, ou des problèmes articulaires, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires. Enfin, toutes les pathologies sont au nombre en moyenne de 8 par personne âgée. Donc, si on fait 8 pathologies par 80 EHPAD, on a 640 motifs de consultation par an par EHPAD. Et nous avons constaté que dans les EHPAD où il y avait le plus de téléconsultations, c'était 2 téléconsultations par semaine, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Et donc, c'était 104 téléconsultations potentielles. Et donc, on ne couvrait absolument pas le besoin de téléconsultation de médecine de spécialité, j'entends, parce que, en fait, les infirmières étaient surchargées de travail en EHPAD. Ce qui est une évidence déjà avant la période Covid. La période Covid n'ayant fait qu'accentuer ce genre de choses. Donc,
ne couvrant pas les besoins médicaux. On se rendait bien compte déjà avant le problème posé par ce que les médias ont rapporté d'Orpea qui concerne essentiellement l'hébergement et le management. Donc, le côté médical non plus n'était largement pas couvert. Donc, nous avons proposé à l'assurance maladie la création, et je vais y venir tout de suite après, de la polyclinique mobile, de la première polyclinique mobile de France, dont je vais parler plus longuement tout à l'heure. Sachant aujourd'hui qu'un patient sur deux est hospitalisé en EHPAD, en moyenne pour 21 jours, pour un coût moyen de 21 000 euros, et dont on sait que 50% des hospitalisations sont évitables. Ça veut dire qu'au niveau des EHPAD de France, si on a 8 000 EHPAD, c'est un coût de 4 milliards d'économies potentielles. Au niveau national, si on fait EHPAD, enfin pas national, européen, les EHPAD seuls, c'est 15 milliards. Et si on fait EHPAD plus soins à domicile avec des infirmières dédiées, purement dédiées à la télémédecine, et on reviendra après pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des personnels vraiment très bien formés, c'est 150 milliards d'économies avec une médecine plus rapidement acquise et des soins à domicile, à domicile ou en EHPAD de qualité. La polyclinique mobile, c'est donc une expérimentation article 51. Quand je dis expérimentation, c'est que c'est une expérimentation aujourd'hui fermée, c'est-à-dire qu'elle était dédiée en 2021 à 8 EHPAD tests dans l'Eurométropole. Comme le déploiement se fait depuis 18 mois, la première tranche s'étant bien passée, dans la deuxième tranche des 18 mois suivants, nous avons 9 EHPAD qui vont entrer dans l'expérimentation, comme c'était prévu, puisque la première partie s'est bien passée. Bien passé, j'entends les bons résultats en termes d'apport de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de téléconsultations, beaucoup plus qu'il n'y avait avant de consultations et de téléconsultations, bien entendu. Et donc, c'est une innovation qui est double, qui est à la fois médicale, puisque nous avons aujourd'hui nos propres infirmières, et une innovation économique. Alors, l'assurance maladie verse en fait à TocTocDoc une somme par résident par mois avec laquelle on va payer l'infirmière qui va se rendre. Donc, les infirmières sont salariées de TocTocDoc, vont se rendre en EHPAD, vont réaliser les téléconsultations avec les médecins traitants ou avec les médecins spécialistes, et c'est plus souvent avec des médecins spécialistes. La téléconsultation va donc générer des diminutions de transport, donc des économies potentielles. Les économies potentielles générées vont être divisées en deux. 50% va revenir à l'assurance maladie et 50% sera redistribué à TocTocDoc qui les redistribuera aux médecins qui auront participé et aux EHPAD qui auront effectivement aussi participé à l'expérimentation. Donc, plus il y aura de téléconsultations, pas plus, mieux les gens seront soignés, plus d'économies seront générées. Donc, on a un avantage et un cercle vertueux. Mieux soigner entraîne de meilleurs soins pour les patients, ce qui est le plus important et initial, et en plus un cercle vertueux économique. Voilà le principe de cette polyclinique mobile qui est donc en cours depuis maintenant 18 mois et pour lequel le déploiement de la deuxième vague, donc je parlais de 9 EHPAD, les 9 EHPAD suivants sont dans la région de Forbach et dans la région de Saint-Dié. On est toujours dans le Grand Est puisque c'est une expérimentation article 51 Grand Est. Les infirmières peuvent également, depuis le 1er janvier 2021, être aujourd'hui rémunérées directement par l'assurance maladie puisque les infirmières peuvent faire des téléconsultations à domicile et le médecin traitant à distance peut coter son acte. Donc, ce n'est pas la polyclinique mobile, mais c'est la possibilité aujourd'hui aux infirmières d'aller au domicile faire de la téléconsultation avec un médecin à distance, le médecin étant rémunéré pour son acte et l'infirmière pour le temps passé également. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'impact de la télémédecine pour qu'il y ait une égalité d'accès aux soins pour tous les seniors, que ce soit en structure ou à domicile. Et on a constaté grâce aux infirmières spécialisées en télémédecine, j'ai spécialisé parce que d'une part, on les forme, et on verra comment est-ce qu'on les forme et ce qu'elles font, et d'autre part, c'est devenu leur métier à temps plein. C'est-à-dire qu'elles savent utiliser l'outil de visio. L'outil de visio, c'est pas très compliqué. On a dit avant que tout le monde pouvait utiliser un outil de visio. Néanmoins, il y a beaucoup de subtilités parfois dans la programmation qui ont été réalisées parce que l'outil de visio peut faire beaucoup de choses, j'allais dire.
elles sont formées à utiliser les objets médicaux, c'est-à-dire elles savent faire pas seulement poser un stéthoscope pour prendre une tension, mais elles savent faire aussi un électrocardiogramme, elles savent faire une échographie cardiaque, c'est-à-dire c'est le cardiologue qui va voir l'image à distance, mais elles tiennent la sonde d'échographie, elles savent faire un audiogramme, elles savent utiliser un dermatoscope, elles savent faire ensuite de la coordination, c'est-à-dire qu'une fois que la téléconsultation est faite, elles vont pouvoir rapporter évidemment aux médecins coordinateurs de l'EHPAD, évidemment aux infirmières de l'EHPAD, mais aussi rapporter à la famille et rapporter aux médecins traitants ce qui s'est dit. Les consultations vont générer évidemment des comptes rendus qui vont être adressés à toutes les personnes que je viens de citer et qui seront intégrés au dossier médical. Donc il y a tout un effet, c'est pour ça que je disais avant que c'est avant tout organisationnel, tout un effet, tout un élément de coordination, ce qui est très important, sinon on fait de la téléconsultation one shot et ça n'a pas de sens. Et avec ça, on obtient entre 8 et 16 fois plus de téléconsultations dans les EHPAD qui sont aujourd'hui bénéficiaires depuis 18 mois de la polyclinique mobile. Donc on a un accès aux soins tant dans le préventif que dans le curatif, une réduction de la morbidité, de la morbidité, de la mortalité, donc une diminution des transports, surtout pour les patients fragilisés, une réduction du coût pour la nation avec moins d'hospitalisation, moins d'attente et moins d'embolisation aux urgences, moins de transport et moins de réadmission. L'ensemble de tout ceci amène à avoir une excellente médecine à moindre coût et nous avons aujourd'hui développé évidemment la télémédecine en EHPAD dans le cadre de la polyclinique mobile. Mais en attendant la fin de cette expérimentation, nous avons commencé à déployer une dérivée de cette polyclinique mobile dans certains groupes d'EHPAD sur fonds propres cette fois-ci, que ce soit des EHPAD associatifs essentiellement ou des EHPAD privés qui payent le prix de cette infirmière que nous proposons à distance, que nous proposons de déployer dans leurs EHPAD. Il y a des résidences France Service qui appartiennent à la Caisse des dépôts qui utilisent des infirmières. Alors, cette fois-ci, dans la résidence France Service, c'est non dépendant, mais c'est des infirmières qui sont positionnées dans la résidence France Service, qui sont à mi-temps dans la résidence et qui vont à mi-temps à domicile. Mais partout, ce sont des infirmières totalement dédiées à la télémédecine, que nous formons à la télémédecine et qui sont en relation avec les médecins traitants et les médecins spécialistes territoriaux en priorité. Quand on ne retrouve pas la ressource territoriale, c'est des ressources un peu plus à distance, sachant qu'il n'est pas toujours facile, en Meuse par exemple, de trouver un dermatologue. Donc c'est très important d'avoir du personnel très dédié et très formé, parce que sinon, c'est pas, c'est pas un métier qu'on exerce facilement. Si on va pouvoir prendre une tension, faire une téléconsultation, c'est pas du tout impossible, mais c'est une spécialisation. Et de là, nous avons aussi développé des journées de soins de prévention, c'est-à-dire nos infirmières, cette fois-ci, vont dans un EHPAD, et ça c'est à la demande des départements, et elles vont faire par exemple une journée de dépistage bucco-dentaire. Elles vont faire, avec des écarteurs dentaires particuliers, elles ont été formées pour ça, faire des photos avec une caméra endobuccale, des photos sur différents axes et angles, et transmettre sur une tablette, cette fois-ci c'est la télé-expertise, les photos, répondre à un questionnaire avec le patient sur les antécédents du patient, etc. Et le dentiste à distance reçoit l'ensemble des photos et du questionnaire rempli et peut répondre sur les soins qui seront à réaliser chez les personnes. Et là, comme ça, des journées bucco-dentaires, des journées ORL où on fait du dépistage des conduits auditifs externes, qui permet de trouver des bouchons ou d'autres pathologies. Il faut savoir que dans notre expérience, qui est maintenant plus de 3000 téléexpertises ORL, nous avons plus de 66% de patients qui ont une pathologie. Très souvent, ce sont des bouchons, mais parfois ce sont des otites purulentes, parfois ce sont des corps étrangers, des embouts d'aide auditive, etc. Nous faisons aussi des journées de dépistage de la sarcopénie, donc c'est la fonte musculaire chez les personnes âgées, avec une échographie du muscle quadriceps de la cuisse, et la fonte musculaire est prédictive d'une déperdition en protéines, en protides, et donc on peut faire derrière une renutrition, j'allais dire, avec un traitement diététique avec des endocrinologues et des diététiciennes, et on fait aussi des journées de cardiologie. Cette fois-ci, c'est des journées de cardiologie en téléconsultation. Les infirmières venant la veille faire un électrocardiogramme, récupérer l'ensemble du dossier, faire un bilan sanguin, et le jour de la téléconsultation, le cardiologue à distance a l'ensemble de ces éléments
et en un quart d'heure peut faire une téléconsultation extrêmement complète puisqu'il fait en même temps une échographie cardiaque, l'infirmière tenant la sonde d'échographie et le médecin à distance voyant les images de l'échographie cardiaque. Et on a comme ça des patients qui ont 90 ans et plus qui souhaitaient éventuellement voir un cardiologue mais qui ne souhaitent plus à cet âge de temps en temps sortir de l'EHPAD et qui se voient, j'allais dire, parfaitement heureux de voir un cardiologue à distance et pour lequel on réévalue, j'allais dire, pratiquement dans 100% des cas, les bilans cardiologiques qui avaient été prescrits parfois 5 ou 10 ans après. Nos infirmiers et infirmières nous disent que parfois, il y a des patients qui ont des traitements dont les médicaments ne sont plus délivrés parce qu'ils n'existent même plus. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont des traitements qui ont été mis en place 5 ans ou 10 ans et pour lesquels il n'y avait jamais eu de réévaluation par des spécialistes. Donc, il est important de faire de la médecine de spécialité en plus de la médecine générale. La médecine générale étant plus le médecin traitant qui vient sur place, mais qui peut aussi faire une téléconsultation entre deux déplacements, et la médecine de spécialité, toute spécialité confondue, sachant que toute personne âgée a un petit problème dermatologique, que ce soit un eczéma, ou que ce soit un psoriasis, ou que ce soit un point de compression qui risque de donner un escar, ou d'autres pathologies dermatologiques, un basocellulaire, etc. Donc il est très important d'apporter de la médecine de spécialité, et et avec le scandale Orpea dont on a parlé très largement dans les journaux, certes, il y a tout un problème de management et de nursing dans les EHPAD, mais quelque part, les médecins généralistes qui soignaient les patients qu'on a retrouvés dénutris sont peut-être aussi à interroger pourquoi eux n'ont pas fait de signalement, puisqu'ils venaient régulièrement, a priori, faire de la médecine générale. Donc, c'est très important de rapporter de la médecine générale et de la médecine de spécialité dans les EHPAD, comme à domicile, parce qu'aujourd'hui, on a 220 000 médecins, dont 50% dans le secteur public et 50% dans le secteur privé. On sait qu'environ 30% vont prendre leur retraite avant 2030, dans les 10 prochaines années, et qu'on retrouvera seulement en 2035 les chiffres d'aujourd'hui qui sont déjà des chiffres dégradés. Donc, dans cette même période, on va passer de 720 000 infirmiers et infirmières à 900 000 infirmiers et infirmières. Donc demain, si on veut aller mailler le territoire correctement, on ne retrouvera plus jamais le nombre de généralistes qu'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça c'est illusoire, ils ne sont pas là, ils ne sont pas formés, ils ne seront pas formés, mais on peut avoir un maillage territorial bien fait par des infirmières avec de la délégation de tâches qui auront à domicile, qui apporteront du soin de qualité, parce qu'aujourd'hui avec les outils numériques et les gens qui sont formés, expérimentés, on peut faire énormément de choses à domicile. On aura une médecine de qualité à un moindre coût, avec moins de déplacements, donc des économies là aussi, avec en plus un facteur écologique, avec moins de déplacements, sachant que je crois qu'il y a plus de 500 millions de dépenses potentielles et évitables en transport sanitaire. Voilà, donc la médecine, la télémédecine, il ne s'agit pas de remplacer toute la médecine présentielle par la médecine distancielle, mais peut-être 20, peut-être 30%, ce qui d'ailleurs sera un profond changement, parce que peut-être qu'on aura moins besoin de bâtiments, que ce soit des consultations ou des cliniques, pour faire des consultations. On gagnera aussi en économie loyer, de taxes, de charges et de maladies nosocomiales, puisque les gens restant à domicile, il ne sera pas forcément indispensable de les réunir à un endroit qui risque d'entraîner des infections. Voilà, j'ai tenté de vous faire un tableau de ce que nous faisons aujourd'hui, mais ce qui est réellement la médecine, d'une partie de la médecine de demain, c'est la télémédecine organisée. Et je terminerai en disant, aujourd'hui, on connaît bien la télémédecine que j'appellerais 1.0 de premier niveau, qui est la télémédecine de visio, que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire avec un smartphone. La télémédecine de deuxième niveau, c'est une télémédecine accompagnée avec une infirmière ou un infirmier, que ça soit accompagné à domicile, en EHPAD. Je vois qu'on propose aussi beaucoup de cabines où les gens seuls doivent faire de l'auscultation dans le dos. Je ne crois pas que ça soit très facile de s'ausculter le dos, ni de se faire une otoscopie tout seul. Un conduit auditif, ce n'est pas un tunnel tout droit, mais c'est oblique en haut et en arrière. Donc ça, c'est la télémédecine accompagnée des vrais objets médicaux à valeur réellement ajoutée médicale. C'est le deuxième niveau. Et on aura une télémédecine de troisième niveau, qui sera une télémédecine identique à celle que je viens de décrire, avec des accompagnants, mais aidés par de l'intelligence artificielle, que ce soit l'infirmière ou que ce soit le médecin qui recevrait une photo tympan ou un électrocardiogramme qui aurait de l'incertitude à interpréter et qui appuiera sur un bouton d'assistance de diagnostic et qui redressera ou confortera son diagnostic. Donc, je crois qu'on est au tout début de la télémédecine avec une gradation qui va permettre d'avoir une très bonne médecine, de très bonne qualité, avec un service réellement
à la personne en EHPAD et demain à domicile. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation assez exhaustive et puis historique aussi. C'est vrai qu'on voit que la télémédecine a déjà fait un long chemin, mais il reste encore beaucoup à faire puisque l'intelligence artificielle, dont on attendait beaucoup, reprend un deuxième tour. Je crois qu'on va voir revenir des outils d'autodiagnostic et ça sera peut-être pris en charge parce qu'évidemment tout ça, c'est un coût et si on veut que ça existe dans les pratiques, il faut qu'il y ait une bonne compréhension de la valeur ajoutée et une prise en charge par l'assureur, quel que soit finalement le système assurantiel. Je vous propose aux auditeurs de poser vos questions au Dr Schmoll. À vous le micro. Peut-être une première question, docteur. Moi, dans les premiers échanges que j'ai pu avoir avec des infirmières, infirmiers du territoire, quand on leur a présenté le dispositif et les modalités d'honoraires qui leur ont été prévues par la convention, ils ont été assez unanimes pour dire que ça leur paraissait peu élevé, eu égard au temps qu'ils auraient à passer en accompagnement d'une téléconsultation correcte. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ce même type d'argument ou de réaction. Alors, c'est archi juste ce que vous venez de dire. Et toutes nos infirmières sont salariées par TocTocDoc et nous avons un reversement qui est fait par, aujourd'hui dans le cadre de l'article 51, donc ça c'est un forfait qu'on a par mois par résident. Les expérimentations qui sont faites aujourd'hui ou pas l'expérimentation, les autres EHPAD qui payent sur fonds propres, c'est un coût relativement élevé, mais nous payons l'infirmière et nous sommes payés par les groupes d'EHPAD privés ou associatifs, sur fonds propres encore une fois, mais c'est un coût qui permet de payer correctement l'infirmière. Parce que effectivement, si vous allez à domicile, vous avez une téléconsultation prévue qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, mais vous allez 5-10 minutes avant, donc vous dites bonjour aux gens, vous déballez le matériel, vous allez faire la téléconsultation, il faut être à l'heure pour que ça matche bien, encore une fois c'est organisationnel, puis vous allez remballer le matériel et dire au revoir aux gens. Il faut 30 à 40 minutes par téléconsultation. Ouais. Or aujourd'hui, c'est payé. Si c'est une téléconsultation, c'est de 10, 12 et 15 euros les tarifs. Si c'est que pour une téléconsultation, c'est payé 15 euros à domicile. 15 euros, aucune infirmière ne le feront parce qu'à 15 euros, c'est trop 30 à 40 minutes. Ça leur fait un revenu inférieur à 30 euros l'heure. Donc, c'est impossible. Il vaut mieux aller faire quelques injections aux toilettes à domicile pendant 10 minutes et aller rapidement. Et l'optimisation du temps médical n'est pas suffisant pour les infirmières. Donc, aujourd'hui, là aussi, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'elles soient formées, mais là aussi, dans le cadre de la médecine, des médecines à téléacte, de télésoins par l'infirmière, à 15 euros, ça ne se fera pas à domicile. Ça ne se fera pas de façon fréquente, ça se fera en complément de quelque chose d'autre, quelques minutes. Si c'est un complément d'un soin, ce n'est pas payé 15, c'est payé seulement 12 euros si c'est à domicile. Et donc, ça peut se faire, mais ça sera une télémédecine un peu rapide et je ne suis pas sûr qu'on fasse une vraie bonne télémédecine. Mais ça, c'est vrai que c'est un facteur très limitant pour les infirmiers et infirmières libérales. Vous avez parfaitement raison. À telle enseigne que via la CPTS qui s'est créée là, du pays des sources, nous aurions une dotation un peu exceptionnelle pour pouvoir abonder les honoraires de l'infirmier-infirmière. Si un groupement notamment d'infirmiers-infirmières se positionne et accepte de rentrer dans la démarche, nous pourrions avoir une dotation qu'on pourrait leur transférer pour abonder le montant des honoraires, parce que tout le monde est conscient de cette difficulté et on aura un peu de mal à faire démarrer notre dispositif sans cet accompagnement complémentaire financier. C'est tout à fait juste. Ok. On ne vous entend pas. Vous avez coupé le Allô? micro. Oui, ça marche mieux. Question pour Bridge. Justement, sur ces personnels accompagnants formés, spécialisés à l'accompagnement télémédecine, est-ce qu'il est possible, dans le modèle que
vous avez décrit aujourd'hui, de prévoir une formation de nos personnels, notamment parce qu'à un échelon multi-établissement, ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir des référents IDEC formés TocTocDoc, ou télémédecine au sens large, puisque peut-être que TocTocDoc est un produit régionalisé et que nous aurions d'autres produits télémédecine dans d'autres régions. Et donc voilà, plutôt fournir un accompagnement que je comprends très utile dans l'exercice deuxième niveau de la télémédecine que vous décrivez, mais sur un staff qui serait le nôtre. Est-ce que c'est un modèle que vous prévoyez également, donc un format de formation de nos personnels? Alors, puisque maintenant, aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine d'infirmiers et infirmières formés qui travaillent comme salariés chez nous, effectivement, pas que dans la région Grand Est. Grand Est, c'est seulement pour la polyclinique mobile, puisque ça, c'est une expérimentation fermée article 51. Mais encore une fois, on a des groupes d'EHPAD publics, privés et associatifs qui commencent à expérimenter ce modèle-là. Et du coup, c'est nos infirmiers et infirmières. Mais on se rend bien compte que le besoin est gigantesque. Donc, on a déposé un article, pas une expérimentation non plus, on a déposé une certification pour l'école de télémédecine. On a déposé ETM, école de télémédecine, et on a obtenu déjà 3 certifications. Et on espère qu'à la rentrée prochaine, nous serons capables de créer, de faire fonctionner cette école de télémédecine. On est d'ailleurs en train d'affirmer et d'affiner le dossier avec la faculté de Strasbourg. Il faut savoir qu'une infirmière et que la télémédecine, c'est ça ce que très souvent on ne comprend pas bien. C'est pas juste prendre un outil et faire de la visio. Ça, c'est de la télémédecine simple, mais c'est pas la télémédecine de demain. La télémédecine, c'est avoir des notions évidemment de visio, utiliser des appareils comme je l'ai dit, utiliser les outils médicaux, mais aussi avoir des notions juridiques, des notions RGPD. Donc, dans l'école de télémédecine, tout ça, ce seront même des modules d'enseignement, des modules d'hygiène. Pourquoi? Parce que nos infirmiers utilisent des otoscopes ou utilisent des sondes d'échographie. À la fin de l'échographie, il est évident qu'il faut faire tremper la sonde et avoir tout un protocole de désinfection de la sonde d'échographie. L'otoscope, il faut changer les ampoules, les tremper, etc. Il y a toute une protocolisation qui doit être la même que dans un hôpital, puisqu'en fait, la polyclinique, c'est une polyclinique hors les murs, c'est un hôpital sans les murs. Et il faut qu'on ait une protocolisation et une connaissance de la part du personnel infirmier. Comme elles connaissent le soin aujourd'hui pour faire un pansement, une injection ou autre, elles doivent connaître la même chose pour le côté télémédecine. Donc aujourd'hui, on n'a pas commencé à former qui que ce soit en dehors de nos propres salariés, parce qu'il y a toute une formation assez complète et que c'est celle-là qu'on va mettre en place dans l'école de télémédecine à l'automne prochain, je l'espère. C'est pas encore une certitude parce que vous attendez encore une certification complémentaire et les certifications mettent parfois un peu de temps, mais on en a déjà 3. Et donc, ça viendra, et ce n'est pas encore le cas, mais pour l'instant, on propose plus d'engager des infirmières, nous, que nous formons et que nous proposons de mutualiser. Alors, une infirmière, c'est un coût relativement élevé puisqu'il faut former, il faut la reformer au fur et à mesure, il faut lui donner des éléments et des outils médicaux. Mais ce qu'on propose en revanche, c'est de la mutualiser sur 4 EHPAD, 3 ou 4 EHPAD. C'est-à-dire qu'une infirmière a un quart temps par EHPAD, ce qui suffit. Elles s'intègrent aux équipes de soins, elles suivent les réunions qui ont lieu de façon hebdomadaire dans les équipes d'EHPAD avec les médecins coordinateurs, voire avec des médecins traitants. Et elles recueillent le lundi le besoin auprès des équipes ou des malades de l'EHPAD. Et elles reviennent le mardi ou le mercredi, chaque fois par demi-journée. Et donc, en fait, une infirmière divisée par 3 ou 4 EHPAD, c'est quelque chose qui est totalement supportable. Une infirmière divisée sur 3 EHPAD coûte 1 € par patient par jour. Voilà. C'est à peu près 35 € par mois. Donc, 1 € par patient par jour pour une infirmière mutualisée sur 3 EHPAD. Alors, c'est un coût, 1 € par jour par résident, mais c'est un coût qui est absorbable. Voilà. Entendu. Effectivement, je comprends la solution transitoire qui peut être intéressante pour tester et démarrer l'expérimentation de ces services deuxième niveau, accompagnés. Mais la cible serait peut-être, en tout cas pour nous, d'avoir la possibilité de former des personnels via cette école de télémédecine. Bien sûr, je comprends que c'est une cible, donc déjà attendre que ce soit finalisé et disponible. Et j'imagine qu'il y a un temps de formation, donc pas effectif avant probablement début d'année 2023 au plus tôt. Au plus tôt. Je crois j'ai vu le programme, je crois qu'il y a 160 ou 180 heures d'enseignement.
C'est un vrai quand même... enseignement. Hein. Ah Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout quelque chose. Bon, la télémédecine, c'est un vrai, ça va devenir, ou c'est déjà, mais ça va devenir un vrai métier à part entière, comme on fait une infirmière d'anesthésie ou une infirmière unibode. C'est une surspécialité à l'infirmière. Voilà. D'accord. L'infirmière de pratique avancée n'englobe pas la téléconsultation? Non, l'infirmière de pratique avancée, il y en a 4 aujourd'hui. Elles font de la psychiatrie, de la diabétologie, de la cardiologie et encore une autre spécialité. Donc, elles sont spécialisées dans un axe médical particulier. Et elles ont 2 ans de formation et alors elles sont prescriptrices. Elles peuvent faire des prescriptions dans leur spécialité de pratique avancée. Elles peuvent faire effectivement des choses que d'autres infirmières ne peuvent pas faire, mais elles sont hyper spécialisées dans une spécialité. Alors après, on peut leur donner une tablette pour faire de la téléconsultation, mais c'est pas des infirmières spécialisées en télémédecine. D'accord. Ok. Et je comprenais dans la description du dispositif que il est donc recommandé dans l'efficacité de la télémédecine d'avoir cet accompagnant sur site, mais du coup les spécialistes que vous mettez en face, je comprends qu'il y avait une difficulté, c'est de poser, de bien déclencher l'alerte. Après, vous avez à disposition un panel de spécialistes que vous pouvez mobiliser, mais de bien déclencher l'alerte. Est-ce que vous avez aussi des axes de travail pour mieux identifier les interventions nécessaires? Est-ce que c'est cette personne également, l'infirmière télémédecine, qui serait aussi plus sensibilisée à une Voilà, meilleure exactement. détection? Okay. Exactement. L'infirmière de télémédecine est là pour faire la télémédecine, mais encore une fois, ce que je disais, c'est qu'elle s'intègre aussi aux équipes de soins et elle sensibilise toutes les choses qu'on peut faire en télémédecine. Parce qu'en fait, les infirmières dans un EHPAD ne savent pas ce qu'on peut faire en télémédecine. Et on a déjà eu des téléconsultations, alors ça va paraître bizarre, d'urologie pour des personnes. Pourquoi d'urologie? Parce que c'est des patients, par exemple, qui avaient un cathéter suspubien, donc il y avait des problèmes de vessie, donc on leur a fait un trou au-dessus du pubis. Parce que pour des raisons urinaires, et c'est des patients, c'était un patient en particulier qui avait des douleurs terribles, abdominales, des problèmes cutanés, et en fait, l'infirmière de télémédecine a sensibilisé les infirmières on a donc fait une téléconsultation avec un urologue, qui en une seule téléconsultation a expliqué comment refaire le pansement pour qu'il soit étanche. Du coup, la peau s'est cicatrisée, du coup, il n'y a plus de contraction des muscles abdominaux, il n'y a plus de douleur de crampes, etc. Donc, en une consultation, et l'urologie, ce n'est pas du tout quelque chose qui serait venu à l'esprit des infirmières. On fait aussi de la gynécologie à distance. Bon, il y a des démangeaisons, il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais tout ça, si vous n'avez pas quelqu'un qui sensibilise les équipes de soins, ça ne se fait pas. Donc, c'est vraiment un vrai problème, c'est l'absence de soins, encore une fois, pour les personnes âgées, que ce soit en institution ou que ce soit à domicile, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Et quels sont les prérequis techniques et technologiques pour justement faire beaucoup de choses? Je comprends qu'il y a un socle de démarrage où il faut un PC, une caméra, un ensemble de choses. On a parlé du socle organisationnel, quelles équipes, l'accompagnement de l'infirmière, quel process pour pouvoir déclencher cela. Mais d'un point de vue hardware et investissement initial, j'imagine que plus on veut adresser de spécialités, plus il faut rajouter de briques techniques et technologiques en termes d'outils. Quel est le socle minimal? Nous, on a tout développé, évidemment RGPD compliant, sur tablette. Donc, c'est la tablette qui est l'interface. À partir de là, tous nos objets proposés à nos infirmières sont communicants à travers la tablette. Donc, en fait, elles ont une tablette de base et après, elles ont un stéthoscope connecté à la tablette en Bluetooth. Elles ont tous les autres outils qui sont connectés. Donc, elles savent utiliser les objets et elles partent pas avec la mallette complète tous les jours à domicile ou tous les jours dans les EHPAD, parce que si elles vont faire un audiogramme, elles prennent un audiomètre. Si elles vont faire un volume de vessie, elles prennent un bladder scan. Donc, elles ne se promènent pas en permanence avec 10 kilos d'affaires. Mais elles savent ce qu'elles vont faire. Ce que je n'ai pas précisé aussi dans les EHPAD, elles ont donc l'outil de visio, l'outil médical, et elles ont sur leur smartphone un système informatique, enfin un logiciel qu'on a développé de coordination là aussi. Elles savent quelle chambre elles ont, où se trouve le patient, pour quelle pathologie. Elles savent quel est le nom du médecin traitant. Elles savent évidemment le spécialiste on va avoir en face. Elles savent quel est le tuteur ou le médecin référent, le tuteur du patient. Donc, elles vont pouvoir faire de la coordination. C'est-à-dire qu'en fin de téléconsultation, le compte-rendu est envoyé automatiquement à l'ensemble de ces parties prenantes. Comme c'est de l'EHPAD, on ne fait pas envoyer l'ordonnance à une pharmacie.
Mais si c'est du domicile, on peut faire envoyer l'ordonnance à la pharmacie que désigne le patient de proximité en général. Parce que comme c'est du numérique, il suffit d'avoir entré d'adresse mail cryptée dans le logiciel de l'infirmière pour obtenir un écoulement de la téléconsultation à tous ceux qui ont à être avertis de ce qui a été comme résultat. Et puis, évidemment, ça rentre dans le DMP, dans le dossier médical du patient, s'il a donné son accord. D'accord. Donc, ça rejoint, j'imagine, le sujet de on peut mutualiser une infirmière sur plusieurs, donc 3 à 4 EHPAD. Et donc, en fait, le matériel, il n'est pas mono-établissement, il peut être transféré en fonction des besoins de la semaine, du jour des patients. D'accord, ça c'est hyper intéressant en termes de logique de coût. Bien sûr. C'est l'infirmière qui détermine quel matériel elle va utiliser ce jour-là pour faire telle ou telle téléconsultation. Mais si on veut un kit complet, sur tout le stéthoscope connecté, le bladder scan, tous les éléments que vous avez pu décrire, là, vous sauriez nous guider un peu sur une enveloppe de… Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. On a des devis précis. Alors ça, c'est pas moi qui vous le faire là maintenant, mais non, mais vous avez la connaissance. Sur le kit, absolument, avec tout le matériel qu'il y a. Voilà. Mais encore une fois, le matériel n'est rien s'il n'y a pas la formation derrière, etc. Mais effectivement, le matériel évolue. C'est ça ce qui fait aussi que l'école de télémédecine et la formation et nos infirmières sont importantes parce qu'on fait évoluer le matériel. On a changé d'électrocardiogramme parce qu'on avait un 6 pistes qui est devenu 9 pistes. On a essayé un 12 pistes qui n'avait pas tellement d'avantages par rapport aux 9 pistes. Voilà, donc il faut utiliser, selon l'évolution du matériel, les sondes d'échographie cardiaque. Il y en avait eu 3 sur le marché et on a choisi celle qui nous paraissait la plus intéressante, sachant qu'il y a maintenant des sondes d'échographie cardiaque qui commencent à mesurer toutes seules les volumes des cavités cardiaques. Donc là aussi, par l'intelligence artificielle, on aura même du diagnostic assisté dans quelques mois ou quelques années. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire grâce à l'intelligence artificielle. Je suis désolé, je sais que la réunion devait terminer à 45. Il me reste une dernière question. C'est sur la partie transmission de l'information automatisée. Donc, vous évoquez que vous avez votre logiciel. Nous avons nos propres logiciels. Donc, la redondance de l'information, multisaisie, etc. Vous interconnectez facilement au gros du marché, que ce soit à côté Malta, Teranga Exactement. ou autre. On a NetSoin et les 4 logiciels principaux interfacés, effectivement. C'est un prérequis. Il y a Solware, il y a NetSoin, il y a Malta Titan, j'imagine. Titan, voilà, Titan, exactement. Titan, et il y a encore un 4e qui sont Berger-Levrault, peut-être, je sais pas. Berger-Levrault, voilà, merci. Donc, on a interfacé les 4 parce que c'est une nécessité. Mais j'allais dire, l'interfaçage était une nécessité absolue il y a 2 ans, donc on l'a fait, on l'a toujours évidemment, mais avec l'arrivée des nouvelles versions du DMP, comme les pièces vont être versées automatiquement dans le DMP, tout le monde va s'y retrouver et donc il sera de piocher et d'extraire des pièces du DMP pour que l'interfaçage qui nous a pris du temps et qui coûte assez cher en développement permette d'avoir une bonne qualité d'échange. Donc c'est l'interfaçage va passer derrière le DMP à un moment ou à un autre. Très bien, merci. Parmi les autres auditeurs, pas une dernière question, Jean-Christophe Non, pas une question. Nous, on a déjà fait au niveau donc au réseau APA, hein, c'est un réseau associatif. Hein, on a utilisé, je crois, au CSI de Wittenheim, la solution TalkTalkDoc. Alors moi, le retour que j'ai eu des services opérationnels, ça marche très bien quand on a voulu consulter des spécialistes, des dermatos, des choses comme ça. Par contre, le retour qu'ils me disent, si on veut embarquer le médecin traitant du bénéficiaire, du patient, il y a plus de difficultés à embarquer les médecins traitants. Ils ne sont pas tous favorables là-dedans. C'est une des difficultés. Oui. Ce que vous évoquez là, monsieur, c'est la plus grande difficulté qu'on a. C'est le retour qu'on m'a donné. Ils peuvent utiliser la solution, parce qu'encore une fois, elle est gratuite. Donc, le login, mot de passe, ils l'ont au même titre que n'importe quel spécialiste. La problématique, c'est que soit ils se déplacent sur place et donc ils ne voient pas pourquoi ils ont besoin. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai en Meuse où vous avez des généralistes qui étaient à 25 km de l'EHPAD et donc étaient contents de temps en temps de faire une téléconsultation. Mais certains. Alors, il y a deux choses dans cette problématique. Certains n'en voient pas l'intérêt parce qu'ils se déplacent. D'autres ne veulent pas trop qu'on vienne faire de la polyclinique mobile ou de la téléconsultation. Là, on est en train d'embarquer les infirmiers et les médecins dans les EHPAD de Forbach et Saint-Dié, ce que je disais avant. Mais certains sont réticents à ce qu'on vienne faire ça parce que c'est pour peut-être découvrir des traitements qui datent depuis longtemps et qui n'ont jamais été remis à niveau. Et donc, c'est quelque part s'immiscer dans leur pratique quotidienne. Et certains font peser une certaine pression sur la direction d'EHPAD en disant si vous prenez cette solution,
je ne reviens plus, et pour les directions d'EHPAD, ne pas avoir de médecin traitant, c'est catastrophique. Donc là, on a effectivement un facteur limitant qui passe parfois par le médecin traitant, que pourtant on devrait embarquer, qui pourtant, quand les EHPAD, le déroulement se passe très bien, c'est une très forte plus-value pour eux, puisqu'en fait, ils demandent une consultation de dermatologie ou d'ophtalmologie, on peut faire un fond d'œil, des choses comme ça. Donc c'est une très forte plus-value, mais ça dépend beaucoup du médecin traitant. Oui, c'est un constat. Ouais, c'est un constat qui est, pour moi, un facteur limitant qui est embêtant parce que parfois les malades pourraient en avoir besoin, les familles nous en parlent, on parle à nos infirmières et le médecin refuse. Et là, c'est un vrai problème. Eh bien, écoutez, l'heure est arrivée de nous dire au revoir. Je vous remercie, Laurent, pour cette présentation et bien vouloir répondre à toutes les questions qui ont été posées. Merci aux auditeurs et puis à très bientôt puisque début avril, nous recommencerons avec une autre présentation. Ça sera donc mise en ligne sur le site Mouna dans les prochains jours. Merci à vous. Bonne Merci beaucoup. Journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.